voici déjà au chapitre 27. Le lendemain, les filles se levèrent et Marie s'efforça, avec courage, de faire comme si rien n'avait changé, comme si la veille, nul n'était venu lui annoncer la mort de Sven. Non. Elle se refusait à présent à cette éventualité, se raccrochant avec l'énergie que donne le désarroi, l'espoir insensé que Sven ne s'était pas noyé dans la Loire. Plus elle y songeait, plus elle était fermement convaincue que Léa avait raison. Sven n'avait pas pu se noyer, non, et d'ici quelques jours, demain peut-être, ou même ce soir, il serait là, bien vivant. Il n'était pas mort, c'était impossible. Et puis elle aurait su, elle aurait ressenti, le contraire était impensable. Il reviendrait, elle entendrait à nouveau le son rauque de sa voix qui lui donnait des frissons. La prendrait alors dans ses bras, la serrerait contre lui. Elle respirait à nouveau son odeur. Elle se fondrait douce et tendre entre ses bras. Et là, plus rien au monde n'aurait d'importance. Pourtant, il lui fallait faire front en attendant son retour. Il voulait qu'elle soit forte. Alors, elle le serait. Non, elle ne pleurerait pas. Au contraire, elle essayerait de se montrer le plus gai possible. Et bientôt, la journée passerait et il serait là. Avec un optimisme et une bonne humeur parfaitement contrefaite, Marie aborda cette nouvelle journée sous l'œil soucieux de sa famille, qui n'était pas vraiment dupe de ses sourires. Sophie, surtout, s'inquiétait beaucoup. Tant que Marie s'imaginerait que le Norvégien était vivant, elle serait assez bien. Mais lorsqu'elle comprendrait qu'il était bel et bien mort, comment allait-elle réagir? Un tel choc ne pouvait-il pas affecter grandement son début de grossesse? Sophie, désemparée, ne savait plus que faire. Si seulement Philippe était avec eux, pensait-elle pour la énième fois. Avec sa force de caractère, il aurait trouvé comment aider sa fille. Hélas, il était si loin. La journée s'écoula lentement, écrasante de chaleur, sans qu'un seul souffle d'air vint agiter les feuilles des grands arbres. Bientôt la nuit et sa fraîcheur toute leur relative fut là. Mais elle n'amena pas avec elle le Norvégien. Marie, le cœur broyé d'angoisse, demeura éveillée, guettant le moindre bruit, le moindre son nocturne. Mais rien ne vint troubler cette nuit trop paisible. Au petit matin, recrue de fatigue, elle s'écroula enfin dans un sommeil lourd et agité. Sa mère enjoignit à Léa de la laisser se reposer. Tant qu'elle dormait, elle ne pensait pas et ne pouvait se torturer en se demandant ce qui était arrivé. Lorsqu'en début d'après-midi, Marie émergea de son sommeil comateux, Sven n'était toujours pas là. Pâle d'appréhension, rongée de doute. Et si Léa ne se trompait, si Sven, non, impossible. Non, elle repoussait tant qu'elle pouvait cette atroce éventualité et s'évertua à trouver toutes sortes d'excuses logiques à son absence. Alors, passant sa bride à Gulliver, elle sauta simplement sur son dos et se laissa guider par l'énorme percheron, l'esprit volontairement vide à travers les bois et les champs. Plusieurs jours et autant de nuits passèrent ainsi. Marie se sentait mourir un peu à chaque heure qui s'écoulait. Petit à petit, elle dut se rendre à l'évidence. Le Norvégien ne reviendrait pas. C'était une utopie. Et y adhérer plus longtemps était dénier la vérité. Il fallait qu'elle soit forte, oui, sinon pour elle-même, au moins pour ce qui lui restait de l'homme qu'elle ne cesserait jamais d'aimer, pour ce bébé encore si minuscule qui poussait doucement à l'abri dans son ventre. Alors, plus d'une semaine après ce jour où les Allemands étaient venus envahir le château et annoncer la disparition du commandant Waldemar, Marie, au petit matin, se glissa dans les écuries. Elle portait une longue robe blanche et dissimulait son visage sous un grand chapeau de paille. Elle passa sa bride à Goliath et, remontant un peu sa robe, elle grimpa sur son dos. Dans son corsage, elle avait piqué une rose rouge qu'elle avait cueillie quelques minutes auparavant dans la roseraie du château. Puis, talonnant doucement le cheval, ils partirent dans la direction bien établie, sans que personne au château ne les vît ni ne les entendît. Suivant les bords de Loire, en descendant vers Blois, Marie, presque aussi blanche que sa longue robe, souhaitait être seule, toute seule avec sa peine, que nul ne pouvait partager, afin d'affronter ce qu'elle devait faire. En quelques heures d'une allure soutenue, la ville de Blois, à cheval sur le fleuve, fut bientôt en vue. Marie et sa monture gagnèrent alors la route, au goudron ramolli par la chaleur déjà forte de cette matinée. Les rares passants la considérèrent avec plaisir, avec surprise. Même les 2 soldats allemands, qui gardaient l'entrée du pont, la laissèrent passer, sans même lui poser la moindre question.
avec sa silhouette diaphane, son visage livide, au regard trop fixe de Pietà romaine. La jeune cavalière semblait plus une apparition irréelle qu'un être de chair et de sang. Ayant mis son cheval au pas, elle le fit avancer sur le pont lentement, jusqu'à l'endroit où le parapet en fer forgé était arraché. Sous le regard étonné et curieux des Allemands, elle mit pied à terre, se laissant simplement glisser sur le sol. Puis, elle s'approcha, seule, ses deux mains sur le cœur, du trou béant qui lui faisait face. Elle s'avança jusqu'à la limite extrême, et les deux soldats, l'espace d'un instant, craignirent qu'elle ne se jette dans les eaux noires du fleuve. Pourtant, elle n'en fit rien, restant seulement debout, très droite, à contempler la violence tourbillonnante du courant. Puis, très lentement, elle prit la rose qu'elle avait gardée contre son sein, et comme au ralenti, la jeta dans la Loire. Elle la contempla avec fascination, se faire balloter puis engloutir par le fleuve. « Adieu, Sven, je t'aime », murmura-t-elle simplement. Comme si ces mots crevaient enfin l'abcès de la réalité, elle éclata en longs sanglots et s'écroula en larmes sur le pavé du pont, ne pouvant se détourner de ces eaux qui lui avaient pris son amour. Combien de temps demeura-t-elle là, à pleurer? Elle ne le sut pas. Un instant, des heures, qu'importe. Tout n'était que brouillard et détresse. Elle n'avait plus ni repère ni volonté. Comment rentra-t-elle au château? Elle n'en eut aucun souvenir, pas plus que des 48 heures qui suivirent, qu'elle passa, blottie au fond de son lit, à dormir d'un sommeil sans rêve, le corps et le cœur épuisés, brisés d'émotions, comme si ses adieux faits à Sven, ce jour d'été, l'avaient plus fatiguée que n'importe quel marathon. Un beau matin, elle se leva, passa son short blanc habituel, qui refusait à présent de se boutonner, une chemisette légère et d'une pâleur et d'une maigreur à faire peur. Ses yeux soulignés de cernes violettes, elle descendit et entreprit d'effectuer ses corvées habituelles. La vie reprenait le dessus, malgré tout. Même si, jamais, elle ne pourrait accepter la disparition brutale de Sven. Elle l'aimait et elle l'aimerait toujours, mais à présent, elle devait vivre pour leur enfant. Toute sa volonté tendue vers cet unique but, son bébé, l'enfant de Sven. Depuis son voyage jusqu'à Blois, personne au château n'osait lui parler du commandant. L'observant, sans pouvoir lui venir en aide, se battre pour vivre. La jeune fille était devenue plus réservée, parlant peu, souriant rarement, plus solitaire aussi, aimant plus que jamais la compagnie de Gulliver avec qui elle partait à nouveau pour de longues séances de braconnage. Sophie de Beaugency n'osait pas intervenir, ni la mettre en garde sur le fait de monter alors qu'elle était enceinte de presque 3 mois. Comment lui interdire ces chevauchées qui étaient pour elle la seule façon, sinon de reprendre goût à la vie, au moins à une apparence de vie. Alors, Marie, trop tôt frappée, mûrit trop vite. Les lèvres serrées sur son chagrin, le cœur irrémédiablement brisé, s'évertua à vivre. Les journées passèrent, sans qu'elle n'y prêtât plus aucune attention. Seule, son enfant à venir, menu renflement de son ventre sous sa main, la motivait et lui permettait, chaque matin, de se lever. Et nous disons à très bientôt pour le prochain chapitre.